Bonsoir mesdames et messieurs, notre série FESPACO Show se poursuit avec aujourd'hui une halte sur les questions de contenu des films et de leur distribution, ainsi que sur la problématique des salles de cinéma. Nouveau plateau spécial pour maintenir allumée la flamme du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au moment où la 27e édition a dû être reportée en raison de la pandémie de la Covid-19. Et pour évoquer ces questions, je reçois pour vous Abraham Baïli, le président de l'Association des critiques de cinéma du Burkina, Askrik B. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs de Burkina Info. Je reçois également Rodrigue Rakis Yaouba Kaboré, les producteurs, distributeurs, mais également exploitants de salles de cinéma. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Le livre est limité par le pouvoir d'achat. Je vais dans les lycées et les collèges, dans les salles de cinéma et rencontre les gens et je constate que l'image les touche directement, ce que ne peut pas le livre. Rassurez-vous, ces propos ne sont pas de moi, mais du regretté Sambène Ousmane, qui a tant donné à la littérature et au cinéma africain, ainsi qu'au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Tout d'abord, pensez-vous, comme Sambène Ousmane, que l'image touche plus les gens que le livre, par exemple? On commence par vous, Abraham Baïli. C'est pas moi-même qui le dirais, il y a un penseur chinois qui le dit, l'adage est très populaire, que une image vaut 1000 mots. Voilà, donc ce qui se résume toute la pensée de Sambène Ousmane. Donc on est plus frappé par l'image que par les paroles. Ce qu'on voit, on retient plus que ce qu'on entend. Ce qui fait que le cinéma doit ou occupe une place importante pour véhiculer les idées, les réflexions, les pensées. Oui, exactement, puisque depuis Alger, lorsqu'on a tenté de lancer le cinéma, le FESPACO, les JCC, on est parti du fait que l'Afrique n'était pas beaucoup filmée, et n'était pas beaucoup filmée par les Africains, mais par d'autres personnes, par d'autres regards exogènes. Donc il fallait partir de là. Encourager les Africains à faire du cinéma, à se filmer, à filmer notre histoire, à filmer notre vécu et projeter aussi pour les Africains, pour le reste du monde. Et donc le cinéma est très indispensable, est un vecteur très important pour la reconnaissance de l'identité culturelle de l'homme et aussi pour la mise en place même d'une bonne culture, pour la promotion de la culture nationale et même africaine. Rodrigue Kaboré, le cinéma pénètre, ou le message par les images pénètre plus que par l'écrit. C'est par les images que nous avons pu atteindre, on va dire, la base. La base, c'est quoi? C'est nous tous quand on était enfants. Quand vous prenez le petit enfant de 4 ans, 5 ans, on l'amène dans une salle de cinéma, on lui montre l'image, on lui montre la vie de sa société, on lui montre la vie de la cité. Et avec son instituteur qui est à côté, cet enfant grandit avec justement cette image du cinéma dans sa tête. Après, il devient lycéen, il vient organiser des matinées. Il a encore cette image dans la tête. Après, il devient universitaire, il a toujours cette image. Ensuite, il devient père de famille, il devient fonctionnaire ou il devient un homme de culture. Donc, c'est impératif parce que le cinéma joue aussi un rôle d'éducateur. Et donc, qui parle d'éducation, parle d'image, forcément. Il parle d'image, il parle de beaucoup de choses, toucher les gens à travers des images qui leur parlent, les émeut, les faire réfléchir, douter, prendre conscience, rire, pleurer. C'est à cela aussi que sert en effet le cinéma, et le FESPACO constitue une idéale plateforme du donner et du recevoir pour brasser les idées et les images. Quel est votre rapport au FESPACO au niveau de votre association, qui donc est une association des critiques de cinéma? Depuis, disons, la création de l'Askrik B en 2004, nous participons au forum débat qu'organise le FESPACO. Nous animons le bulletin du FESPACO qu'on appelle FESPACO News. Nous animons aussi un bulletin qu'on appelle Africiné en collaboration avec la Fédération
africaine de la critique cinématographique. Nous participons à tous les colloques, nous participons en réalité aussi, je peux dire, au débat sur la production, la distribution, les différents maillons du cinéma au Burkina Faso. Nous participons à ce débat et nous faisons beaucoup de publications pour que le FESPACO aussi soit toujours dans l'actualité, soit toujours au devant de la scène internationale. Est-ce que cela veut dire que vos activités sont tributaires de la tenue du FESPACO? Pas du tout. La preuve, je profite de ce plateau pour dire que demain, nous avons une projection cinématographique à Ouaga, dans le cadre de 8 mars. Donc, vous voyez que c'est loin du FESPACO. Voilà, donc ce n'est pas forcément tributaire du FESPACO. En août dernier, nous avons organisé une session de formation à l'endroit de nos membres pendant 2 semaines. Donc, nous menons des activités avant, pendant et après le FESPACO. Voilà. Et comment vous mesurez ce que vous apportez à ce rendez-vous africain du cinéma et plus généralement à la culture cinématographique au Burkina et en Afrique? Depuis ce temps-ci, le FESPACO continue de nous solliciter. C'est que nous avons quand même notre place, une place importante au sein du festival. Et donc, nous avons une plateforme où nous publions nos articles, comme je l'ai dit tout à l'heure, africiné.org. Et donc, c'est un site qui est beaucoup visité par les internautes, par les professionnels du cinéma. Et donc, tout cela nous permet de savoir que nous avons vraiment notre place, notre mot à dire, parce que nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les créateurs et le public. Nous jouons aussi un rôle de conseiller avec les créateurs. Donc, je trouve que nous avons vraiment cette place-là prépondérante pour le développement et l'évolution du cinéma burkinabé et africain. Alors, Rodrigue Kaboré, vous êtes à la tête d'une association des distributeurs, des exploitants de salles. Quel est votre rapport au FESPACO? Bon, au cinéma en général, mais principalement au FESPACO. Ah ben c'est mari et femme. Qui est le mari et qui est la femme? Je pense que finalement on pensait que c'est nous la femme, mais au finish je crois que c'est nous le mari quand même. Bon, parce que un FESPACO sans infrastructure c'est compliqué. Il faut le dire haut et fort. Tous les grands festivals, en tout cas de renom, vous verrez que les infrastructures sont les premières, en tout cas les premières choses qui vont dire. Parce que vous allez faire un FESPACO si vous n'avez pas un cadre agréable, attirant, qui rend une belle image pour permettre aux cinéphiles d'être dans des conditions pour regarder un bon film et apprécier le travail du producteur ou du réalisateur. Si vous n'avez pas cette salle, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est lié, on est étroitement liés. Malheureusement, ce que je souligne, c'est qu'il faudrait renforcer le FESPACO de telle sorte que le FESPACO ne se... Parce que son objectif premier aussi, c'est de faire la promotion. Voilà. Et donc, si c'est pour faire la promotion des films, ça veut dire que ces films, s'ils sont effectivement, on a pu faire une promotion, il faut que ça passe forcément dans une exploitation. Voilà, si on doit faire les films et aller déposer dans les magasins ou dans nos tiroirs, moi je trouve que ça ne sert à rien de mettre 400 millions, 800 millions dans des films pour qu'après ça se retrouve dans des tiroirs. Oui. Non, le but c'est de permettre aux citoyens burkinabés, aux cinéphiles burkinabés d'aller apprécier et juger la qualité du film de telle sorte que ça permette au réalisateur de s'améliorer dans les prochains films. Alors oui, voilà. Vous avez parlé d'infrastructures. Aujourd'hui, si on doit faire un point, un état des lieux, est-ce qu'on a des infrastructures suffisantes, adéquates pour réunir tous les 2 ans ce festival? Malheureusement, non. Il faut avoir le courage de le dire. Si on parle de 45 salles de cinéma, aujourd'hui, nous n'avons que 3 salles de cinéma qui fonctionnent réellement et qui, excusez-moi du terme, à peu près aux normes réelles. Il y a un souci. Le souci, il est partagé. Autant il vient des opérateurs économiques, donc des acteurs du secteur, donc de l'exploitation, c'est-à-dire nous-mêmes d'abord, et ensuite ça vient également de l'État, de notre ministère de tutelle. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Qu'est-ce que le ministère de tutelle devrait faire et ne fait pas? Ah ben c'est très simple. Hein. Ce qu'il devrait faire, c'est déjà je vous donne un exemple banal. Oui. Il y a un fonds qui a été mis en place, FDCT. Oui. On dit c'est pour la culture. Pour le développement de la culture et du Exactement. Tourisme, ben, nous, on fait notre dossier, on parle là-bas, on nous dit pour vous, là, vous ne pouvez pas être éligible. Ça, c'est déjà un gros problème. Pourquoi Bahiri peut venir avec son film, être éligible, et on le finance, on l'accompagne,
pour qu'il fasse le film, mais on ne pense pas où il va aller passer le film. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vers un fonds spécifique pour le cinéma? Ben oui, avant qu'on y revienne, oui, vous avez... Oui, juste, je voulais réagir aussi par rapport à propos de Rodrigue, notamment quand il dit que le FESPACO, c'est aussi pour la promotion du cinéma. C'est vrai, mais c'est une tribune que le festival offre à tous les créateurs africains de venir se vendre, mieux se faire connaître. Mais la promotion aussi, c'est un secteur à part entière. Voilà, donc il appartient à d'autres personnes de s'en emparer pour en faire vraiment un véritable gagne-pain ou autre, parce que la promotion d'une œuvre cinématographique, c'est en amont, en aval. Oui, voilà. Le FESPACO offre la plateforme et il appartient aux créateurs, aux réalisateurs, aux cinéastes de s'en saisir pour promouvoir leurs œuvres. Voilà, en ce qui concerne les infrastructures, comme il le dit, effectivement, on a ce déficit-là d'infrastructures. Sous la Révolution, on avait créé les théâtres populaires qui ne sont pas des salles adaptées, mais néanmoins, qu'on utilisait comme des salles pour les projections. Ces théâtres populaires ont commencé petit à petit à se fermer. Aujourd'hui, avec les nouveaux dirigeants, on a ce qu'on appelle les festivités du 11 décembre, où on fait des salles polyvalentes, mais on voit aussi que toutes ces salles polyvalentes-là ne sont pas adaptées. Elles sont mises à rude épreuve parce que ce n'est pas bien fait et donc on ne peut pas faire des divisions de qualité. Sinon, normalement, si on construisait les quelques salles que nous avions en fonction des normes, telles que le théâtre Jean-Pierre Guingané, voilà, si c'était dans des normes telles que le Sénasa, je m'excuse de citer quelques noms, oui, voilà, si c'est dans des normes, on peut quand même utiliser ces salles-là. Il ne faut pas normaliser ces salles-là. Oui, on peut les normaliser. On peut commencer par les normaliser, mais tout ce que vous dites là, ça concerne Ouagadougou, la capitale, alors qu'il était initialement prévu, si je ne m'abuse, d'avoir au moins une salle dans chacune des provinces. Et de bonnes salles dans chacune des provinces, même si le FESPACO ne se déploie pas complètement dans toutes les provinces. Il va falloir donc travailler sur ce double plan maintenant. C'est ce que je disais par rapport aux festivités du 11 décembre, qui se déploient par région. Et donc, on tente de construire une salle polyvalente pour pouvoir, par région pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais c'est dommage parce qu'au même moment, comme Rodrigue le dit, mais il faut que les exploitants des stades vivent. Et donc, qui va les faire vivre si la chaîne de distribution ne marche pas en tant que telle? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces salles que nous avons sont reprises par des commerçants pour vendre des pagnes, pour vendre ce qui peut faire marcher pour le Burkinabé. Mais tout cela, il faut qu'on reparte. Moi, je pense que les états généraux du cinéma qui ont eu lieu en 1997, on peut encore revenir sur ces états généraux-là, repartir à zéro, et puis maintenant revoir comment est-ce qu'on peut gérer ces différentes salles, qui va faire quoi, qui va occuper les salles, c'est très important. Qui va faire quoi, qui va occuper les salles, parce qu'en effet, pour le grand public, ou pour que le grand public aille regarder les films, il faut qu'ils soient distribués dans les salles. Et cette équation est en plus difficile aujourd'hui en raison des nouveaux outils technologiques. Alors, comment vous faites, puisque les salles se raréfient, dans le même temps, chacun a la possibilité aujourd'hui de regarder le film de son choix et qui n'est sans doute pas exploité dans vos salles, sur son smartphone ou ailleurs. Est-ce que ça ne constitue pas aussi un gros problème pour les exploitants? Pas du tout. Je vais vous surprendre. Ça, j'entends ça effectivement, les gens qui disent oui, c'est comme les vidéoclubs qui sont dans les quartiers, ce sont nos concurrents. C'est faux. C'est pas nos concurrents, c'est nous qui les donnons champ libre de travailler. Pourquoi je dis ça? Je pèse bien mes mots. Nous, on a essayé d'expérimenter, on tourne un film tous les 3 mois à des budgets réduits de 20 millions. Et là, vous parlez en tant que société de production. Distributeur, parce qu'on prend le film, on s'est dit que pour réouvrir des salles de cinéma, il faut avoir un produit régulier, que ça soit régulier. Le problème, c'est quoi? Vous allez faire un bon film, enfin, en guillemets, parce que c'est le public qui va juger s'il est bon, mais vous faites un film, on va dire techniquement abordable. OK. Vous le faites à hauteur de, disons, 100 millions. Vous faites le film à 100 millions, il vous faut combien de temps pour exploiter le film, récupérer déjà vos 100 millions? Moi, je parle en termes économiques parce que c'est du business. On fait l'erreur toujours de croire que dans le cinéma, là, ça doit être, on est là en train de mendier, on doit être en train de chercher. Non, c'est du business. Si ce n'est pas du business, on va tous quitter dedans. Il faut que ce soit rentable. Il faut que ça soit rentable. Si ce n'est pas rentable, ben, écoute, tu ne fais plus. Tu cherches autre chose. Comme dit Bahiri tout de suite, on va aller vendre le riz. Et puis voilà, on cherche là où c'est rentable. Donc, il faut te débrouiller de telle sorte que le cinéma que tu veux faire là puisse te permettre d'encourager ta passion
en te permettant de ne pas toujours injecter de l'argent qui, au finish, ne donne pas le courage aux autres de venir vers toi. Voilà, et ça, c'est un souci particulier. Quand vous prenez une salle de cinéma, je prends l'exemple du Ciné Neroya où j'ai plus d'expérience à l'intérieur. Vous prenez combien de places le Ciné Neroya? 1070 places. Une salle de 1070 places entièrement fermée qui a été construite à l'époque, il y a déjà 35 ans, à plus de 750 millions. Aujourd'hui, pour faire une salle de cinéma, il faut être en moyenne, je dis bien en moyenne, 750 à, on va dire, 1 milliard. Et ça pour une salle de 300 places. Vous voyez déjà la différence. Donc, multipliez 300 par 3 et vous avez déjà le chiffre qu'il faut pour faire une salle de cinéma. Donc, les coûts, d'abord même de mobilisation au départ, est assez lourd. Et c'est l'image que nous donnons malheureusement aux bailleurs de fonds, aux institutions financières, aux opérateurs économiques privés. Et ils ont l'impression que ce n'est pas un bon secteur où il faut aller. C'est faux. C'est un secteur où il faut aller. Je vous prends l'exemple dans les 45 salles que vous prenez dans les 45 provinces, parce que je ne veux pas me limiter à Ouagadougou seulement. Oui, ok, vous faites, nous on dit en moyenne par semaine, vous pouvez avoir 10 000 entrées si le film a marché. 10 000 multiplié par 4 pour le mois, ça vous fait 40 000 entrées. 40 000 entrées multipliées seulement par 20 salles. Faites le prix d'entrée à 1 000 francs. Vous vous retrouvez à près de 66 milliards. C'est rentable. Donc c'est rentable. C'est rentable, il ne faut pas qu'on se fasse. Mais le souci... Plus de 1000 places là. Oui. Le taux de remplissage actuellement, c'est de l'ordre de... Mais bien sûr, actuellement... ça dépend du film, il y a plusieurs critiques, il sait très bien, ça dépend du film, ça dépend de la promotion qui est faite autour. De la période également. Et de la période. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes à Covid qui est là et qui a évidemment ralenti les choses. Sinon, on est dans une moyenne à l'heure d'aujourd'hui de 4000 entrées. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Rodrigue Kaboré quand il dit que le développement des nouveaux outils, des nouvelles technologies n'impacte pas forcément le développement ou bien les affaires des exploitants? Suivre un film sur son smartphone n'est pas de la même manière que suivre un film en salle. Ah, ça c'est clair. C'est différent. Ça c'est clair, mais vous savez, les habitudes ont également changé. Oui. Ces nouveaux outils ont biaiser un peu ses habitudes. On n'a plus beaucoup l'habitude d'aller en salle. Je suis un peu désolé. Quand les nouveaux outils sont sortis, on a dit qu'il n'y aura plus de livres qui vont sortir. On a dit que la presse écrite ne va plus exister. Mais aujourd'hui, la presse écrite existe bel et bien, c'est la presse de référence. Les livres existent, sont des documents de référence. Je dis donc, suivre un film sur son smartphone, ça n'a pas la même valeur qu'aller en salle pour suivre un film. Voilà, ces outils existent. C'est vrai, ces outils apportent quelque chose. Il existe même des festivals de ces outils-là, des films de ces outils. Mais moi, je trouve que la salle de cinéma, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour un cinéphile. Il faut inscrire dans ses habitudes, il faut le mettre au niveau des gens pour que les gens puissent partir en salle. Parce que si dès le départ, les gens ont une éducation cinématographique, les gens ont une éducation à l'image, vous avez même introduit vos propos par ça, mais dès que l'instant où ils ont cette éducation dès le bas âge, mais ils continuent d'aller en salle, quel que soit l'âge. Qui va au cinéma ne vieillit jamais. Qui va au cinéma ne vieillit jamais. Et je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient énormément, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Ouagadougou, je prends l'exemple de Ouaga parce qu'on est à Ouaga, c'est agrandi. Malheureusement, on n'a pas suivi la population là où elle va. Vous habitez à Basenko, l'autre habite à Saba. Vous me dites d'aller chercher ma femme à Saba, je quitte Basenko pour aller chercher ma femme à Saba pour revenir au Ciné Neroya pour regarder un film. Honnêtement, si ce n'est pas qu'elle est assez convaincante, c'est très difficile de pouvoir le faire. Donc, c'est des astuces. Par contre, si on arrive à faire une salle de cinéma à Basenko, on fait une salle de cinéma à Saba, comme par exemple l'initiative de Valérie Kaboré. On dit on fait une salle, on fait une salle. Qui doit faire ces salles? Ah ben tout le monde. C'est l'erreur justement qu'on a mis parce qu'on a fait comprendre à notre ministère ou au gouvernement que non, les salles c'est une affaire privée, nous on n'a rien à voir dedans. C'est une erreur monumentale. Si vous prenez le Ciné Neroya aujourd'hui, j'ai dit toujours au propriétaire, à mon PDG qui est mon patron, je lui ai dit la salle ne t'appartient plus. Ciné Neroya ne t'appartient plus à M. Franck-Alain Kaboré. Pourquoi? Parce que c'est devenu Ciné Neroya. Quand on dit à l'extérieur, quand vous dites Ciné Neroya, on va FESPACO. Quand vous dites FESPACO, on voit automatiquement Ciné Neroya. Et jusqu'à présent, en Afrique de l'Ouest, c'est la seule salle de 1000 places toujours fonctionnelle. Il faut le dire. En Afrique de l'Ouest. Donc il en faut d'autres. Toutes les autres salles, c'est 300, 500, mais 1000 places
c'est toujours le Burkina qui est toujours en premier. C'est toujours là, il faut donc revoir les aspects logistiques, infrastructures, normalisation. Les infrastructures, c'est un peu à l'image du développement du pays. Oui, ça, il faut le comprendre. On est dans l'actualité, même avec la suspension du stade du 4 août. Donc, je dis bien, on est dans l'actualité. Donc, vous voyez que si on devait aussi suspendre des pays pour ne pas avoir des salles de cinéma pour des divisions, bon, on ne sera pas premier, mais on ne sera pas loin de la suspension, néanmoins. Oui, parce alors, que nous avons quand même des motifs de fierté d'avoir quelques salles. Alors, Abraham, on va y aller, oui, rapidement. Pour terminer, par rapport à ton inquiétude de dire que, par exemple, les nouvelles technologies jouent, comme il a dit, aller au cinéma, c'est une sortie. La sortie ne peut pas se comparer avec s'asseoir à la maison ou être dans son véhicule et regarder. C'est ce que je voulais compléter. D'accord. Eh bien, on espère que beaucoup de gens continueront d'aller dans les salles pour voir des films de qualité. Abraham Baïly, vous présidez donc depuis le 8 août 2020 aux destinées de l'Association des critiques de cinéma du Burkina. L'association, vous l'avez dit tout à l'heure, a été créée en 2004. On peut se demander quelle est la vocation d'une telle association dans un pays où le langage cinématographique n'est pas l'apanage du grand public. Ce public critique cinématographique, ça lui paraît peut-être abstrait, non? Non, pas du tout, parce qu'il ne faut pas entendre par critique, entre guillemets, des critiqueurs. Voilà, les critiques, ce sont des médiateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le créateur et le public. Et ils peuvent aussi être des conseillers s'ils sont associés dès le départ dans le processus de fabrication du film. Donc, si nous on vous associe souvent dans le processus de fabrication des films? Oui, il y a quelques cinéastes qui nous associent, qui nous font appel dès le départ. Voilà, donc, comme je l'ai dit, nous sommes un pays où nous n'avons pas encore initié l'éducation à l'image dès le bas âge. Et donc, ça fait que c'est un peu difficile pour que le public puisse appréhender un film, puisse bien lire les codes d'un film. Mais on retient que, bon, c'est vrai qu'il y a un langage, une grammaire, un vocabulaire du cinéma. Mais nous, notre association, justement, a pour objectif de démocratiser cela pour que plus de personnes puissent avoir accès facilement au langage cinématographique, pour être capable de décoder facilement un film. Justement, vous parlez de code. Qu'est-ce que vous jugez dans un film? Sur quels critères doit-on estimer la valeur, la qualité ou la pertinence d'un film? Toutes les œuvres cinématographiques sont de bonne qualité. Il faut partir de ce principe-là. Parce que moi, je ne peux pas estimer quelqu'un... Parce qu'une œuvre cinématographique, ce n'est pas le produit d'une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui vont intervenir, qui vont mettre du sien pour fabriquer cette œuvre-là. Mais juger de la qualité de cette œuvre-là, il y a plusieurs critères, plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. On peut seulement partir du thème. Ça peut être la thématique de l'œuvre, ça peut être les valeurs de plan, ça peut être le décor, ça peut être le maquillage, ça peut être les dialogues, ça peut être le jeu d'acteurs. Donc il y a tellement d'ingrédients qui vont rentrer dedans. Ça peut être l'éclairage et autres pour qu'on puisse juger de la qualité d'un film. Donc ce n'est pas seulement un seul aspect qu'il faut prendre, et c'est, je dirais, un aspect holistique. Et voilà pourquoi nous, notre association a pour objectif d'aller vers le public, d'enseigner un peu ce langage cinématographique-là pour que les gens puissent comprendre et pouvoir décoder un certain nombre de choses dans l'œuvre cinématographique. Depuis que vous existez, vous avez pu faire ce travail sur à peu près combien de films et quel retour vous avez de la dissémination que vous faites de ce travail pédagogique ou de ce travail d'observation? Quel retour en avez-vous du grand public? Ou est-ce que ça reste dans un cercle fermé de professionnels, de gens érudits sur la question, qui savent que lorsqu'on dit que ton éclairage n'est pas bon ou que le message n'est pas traité, le message que tu veux faire passer n'est pas traité de la bonne manière, à ce moment-là on se comprend? Parce que moi, je sors de chez moi, je viens voir un film, après on me dit, il y a un article là-dessus pour décoder, etc. Bon, lui, il reste peut-être juste sur ses images, sur sa sensation de joie ou son émotion. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, de façon pédagogique, pour que, effectivement, depuis tout ce temps, on arrive à décoder ou à faire comprendre ce langage-là? Comme je l'ai dit, notre objectif n'est pas de détruire, n'est pas de détruire une œuvre. Nous accompagnons. Je peux dire que nous faisons de la promotion. Voilà. Et donc, si vous parcourez notre blog à présent, nous avons un blog qui s'appelle Faso Cinéma. Oui. Nous venons de faire des publications sur la sirène de Faso Fani. Faso Fani, c'était
la manufacture de textiles qui existait de 1977 à 2011 à Koudougou, Oui. qui a mis la clé sur les paillassons. Et donc nous avons, nos membres ont fait au moins 5 publications récemment sur cette manufacture-là, qui a été filmée de long en large par Michel Kazongo. Et donc quand le film a été diffusé à l'Institut français, nous avons fait des publications dessus. Donc il appartient à chaque membre qui, selon ses sensibilités, selon ses goûts, selon ses émotions, qui suit un film, qui estime qu'il a quelque chose à dire sur le film, il peut choisir un angle, son angle à lui, et puis il fait la production que nous allons diffuser. Nous avons aussi utilisé même la presse écrite locale. Nous faisons beaucoup de publications dans certaines presses écrites locales quand nous estimons que un de nos membres peut faire une publication sur un film, sur une œuvre cinématographique. Et ça peut peut-être aider à mieux comprendre les films. Rodrigue Kaboré, est-ce que vous vous intéressez à cet aspect de l'industrie cinématographique? Oui, parce que c'est le Baïri là qui peut t'arranger ton film comme il peut le détruire. Quand je le dis, je pèse bien. Il dit bien qu'il non, parce que n'a lui, pas pour vocation de c'est une option, on va dire de professionnel, de dire effectivement que eux, parce qu'il y a d'autres critiques, malheureusement, il y a des gens qui proclament aussi critiques de cinéma. Et on le voit. Donc tu vois quelqu'un qui drêle du monde derrière lui parce qu'il est beaucoup lu, il va voir ton film et il te casse le film. Oui, mais ce que vous appelez te casse le film. Si le monsieur, il a un ressenti par rapport à votre film, il peut avoir écrit son article de façon tout à fait objective. Oui. Est-ce que vous aussi, parfois, vous n'avez juste pas besoin qu'on vous caresse dans le sens du poil pour dire c'est un film merveilleux? Pas du tout. Moi, je pense que quand lui, il écrit, il faut qu'il sache que c'est lui son ressentiment. Le problème, c'est qu'il est en train de convaincre d'autres personnes qui ne sont pas allées et qu'il leur dit, c'est pas la peine d'y aller. Parce que voilà, moi je trouve que c'était catastrophique, Moi j'ai eu un film, Coup d'État. Coup d'État, avant la sortie de Coup d'État, on a écrit pour dire déjà, parce que je pensais avoir bien fait, d'inviter des critiques, d'inviter des personnes, on va dire ressources du cinéma, pour faire un visionnement d'abord 2 semaines avant la sortie du film. Pour qu'il regarde et qu'il me fasse des critiques. Ce qui est une bonne démarche. Ce qui est une bonne démarche. Ouais. Mais j'ai reçu le boomerang. Parce que malheureusement, ces personnes, quand ils sont venus, ils nous ont fait les critiques. Nous avons pris note. Et nous, on était allés dans l'objectif où c'est pour être dans le prochain, dans Gandaro par exemple, qui suivait, eux qu'on allait corriger. À notre surprise, même pas 3 jours après, tout le monde en parlait. Même la direction de la cinématographique m'appelait pour me dire envoie le film rapidement qu'on visionne parce qu'on nous a dit oh là là. Ton film là, vous voyez déjà. Donc autant ça fait du bruit, mais ça a été négatif pour moi. Alors que je pensais bien faire en allant vers eux pour qu'ils viennent critiquer. Ce qui fait que la prochaine fois, vous n'avez pas invité les critiques. Ah si, je vais les inviter, mais maintenant 2 mois avant. C'est tout. Pour que j'ai le temps. Voilà que j'ai le temps. Être associé, même, c'est dans la post-production, hein, c'est dans la pré-production autant pour moi. C'est-à-dire qu'avant même de commencer le tournage, vous pouvez les associer. Je vous donne un exemple, même dans le repérage. Si vous n'avez pas de professionnels avec vous pour le repérage, si votre équipe n'est pas une équipe dynamique pour un repérage, votre film peut être fou à partir de là. Enfin, je voulais faire une séquence de Saint-Valentin entre 2 amoureux où il n'y a pas de musique, c'est les 2 personnes qui se regardent yeux dans yeux, que vous partez à Tanguin, à Paspanga, à côté des turbines de la Sonabel, vous ne pouvez pas tourner le film. Exact. Parce que vous n'allez pas demander à tout Ouagadougou d'arrêter les turbines de la Sonabel pour que vous puissiez tourner le film. Donc il faut le regard, il faut un bon directeur photo qui va vous dire non, ne prenons pas ce site-là, allons à Ouaga 2000, il y a moins de bruit, il y a ci et ça. Donc tout est... Le cinéma, c'est vraiment une conjugaison de plusieurs... Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Non, il a fini. J'ai fini. Je sais qu'il a fini. Ouais. Moi, mon souci, c'est que on donne l'impression que le regard du technicien est le bon. Non, c'est le cinéphile. Moi, j'ai des gens qui ont critiqué Gandado. Mais Gandado a fait plus d'entrées que Coup d'État. Les gens ont plus apprécié. Elle, quand elle est sortie, avant qu'elle ne sorte, on a dit à tout le monde, j'avais envoyé le film pour que ça passe à la salle de Palais de la Culture en scène de Bobo. Mais avant que ça sorte, même les gens de Bobo m'ont appelé pour me dire, ah, on a appris que ton film là, j'ai dit, visionnez le film d'abord. Ensuite, on va en parler. Quand ils ont visionné le film, ils ont fait quoi? Ils ont fait 5000 entrées là-bas.
Donc quand même, c'est le public qui, à la fin, va dire oui, c'est bon. Nous, on peut écrire pour dire techniquement, c'est pas bon. On a des films qu'on a passés qui est catastrophique techniquement parlant. Il y a des films comme Ali Petit Danger, qui est catastrophique. Un homme professionnel du cinéma vous dira que c'est même pas possible. Mais l'année où c'est sorti, c'était le box-office. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il y a le regard des techniciens et il y a le regard du cinéphile. Exactement. Et les deux peuvent diverger. D'ailleurs, c'est normal. Voilà pourquoi dans certains festivals, il y a ce qu'on appelle le prix du public. Le prix du public, voilà, pour et permettre le jury examine et apprécie le film selon une grille de lecture donnée. Et ça devrait arranger tous les distributeurs que vous êtes et les cinéphiles, parce que c'est également une manière pour faire ensuite des films de qualité. En parlant de films et de films de qualité, est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à cette étape où justement les films africains, et notamment les films burkinabés, puisque nous sommes au Burkina, sont bien distribués dans les salles Rodrigue Gaboré? Non, parce que tout simplement, la distribution est liée à l'exploitation. Je vous donne l'exemple encore du Nerwaya, ou même le Ciné Burkina que nous avons eu la chance de gérer pendant 10 ans. Vous prenez les 2 salles. Vous avez, chaque salle reçoit par mois, disons à peu près 10 films. 10 films. Le mois, nous savons que nous avons 4 semaines. C'est-à-dire que même si vous divisez la semaine en 2, en disant lundi à mercredi, vous mettez un nouveau film, jeudi à dimanche, un deuxième film, ça vous fait 2 films sur les 8. Quand vous mettez ça, c'est dit que ceux qui vont apporter les films, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire la programmation des autres films. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des distances. Il y a un monsieur qui va amener son film en octobre et il va être programmé en l'année prochaine, 6 mois après. Ça cause un problème. Ah oui, mais c'est sûr que ça pose un problème. Donc, du coup, ça, c'est le premier gros handicap que les distributeurs rencontrent. Deuxième gros handicap, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, tout le monde a dit que le secteur de la distribution est utile, important. Mais malheureusement, tout le monde est distributeur. Alors que la législation dit que celui qui prend le film et qui amène dans une salle de cinéma est considéré automatiquement comme un distributeur. Si vous n'êtes pas dans la légalité en respectant la réglementation, vous allez à la direction de la cinématographie, vous faites vos papiers et vous devenez distributeur. Si c'est l'exploitant qui veut favoriser des nouveaux talents, des jeunes, qu'il veut donner un peu de, on va dire, de la chance de commencer, c'est l'exploitant en ce moment qui prend comment on appelle ça, le papier de distributeur, et en ce moment c'est comme si le producteur est venu signer un contrat avec l'exploitant en tant que distributeur qui maintenant va exploiter le film. Voilà un peu la nuance. Donc du coup, quand vous vous retrouvez entre distributeur et exploitant, il y a un gros problème d'exploitation. Et le dernier souci, c'est quoi? Notre milieu, notre secteur n'est pas connu. Quand vous allez en banque et vous demandez de l'argent parce que, ah tiens, j'ai le dernier film de Bahiri qui vient, je vais exploiter. On me dit, ah, on n'a pas beaucoup d'informations sur votre affaire de distribution cinématographique. Ça veut dire que c'est un projet à risque, automatiquement. Donc du coup, tu es obligé de financer, comme on dit, de vos propres moyens. Ça fait que nos distributeurs sont là, ils se battent, certes, mais ils sont limités. Et donc, du coup, finalement, vous mettez beaucoup plus de films qui nous viennent d'ailleurs, les productions hollywoodiennes et consorts. C'est ce que Ah non, non, nous, dans nos salles, on va dire 90%, c'est des productions burkinabées africaines. Ah ben ça, c'est une bonne chose. Alors, depuis un certain moment, c'est la récurrence des productions africaines burkinabées qui passent beaucoup dans les salles burkinabées. Mais comment cela se fait-il que les comédiens, les comédiennes du Burkina et même certains réalisateurs estiment que leurs films ne sont pas regardés, ne sont pas bien vus et que c'est plutôt ailleurs, dans d'autres pays, que ces films-là sont les plus connus? Non, toute une question, comme on l'a dit, d'infrastructure et de distribution. Parce que la distribution, ce n'est pas seulement rentrer en contact avec les exploitants. Ce n'est pas seulement au Burkina, il y a aussi les chaînes de télévision qu'il faut convaincre. Les chaînes de télévision, ce sont un client qui doit pouvoir payer certaines œuvres cinématographiques. Mais les gens aussi payent. Les exploitants se disent que moi, je vais programmer tel film par rapport au public, par rapport à l'entretien de ma salle, par rapport aux recettes que je vais faire. Donc, il y a aussi cette petite bagarre-là entre les exploitants et les distributeurs. Mais il appartient aux distributeurs de mieux organiser ce secteur-là, parce qu'il n'est pas totalement bien organisé. Voilà. Donc, il appartient de mieux structurer ce secteur pour qu'il puisse encore
avoir ces lettres de noblesse qu'il avait dans les années 70. Ouais. Voilà. Alors oui, justement, en parlant de ça, vous avez donné des chiffres tout à l'heure, 5000 entrées, donc le film, ça marche. C'est justement quel type de film qui marche? Quel est le type de film que les gens recherchent, qui fait sortir des foules et qui vous font faire à des l'heure affaires? d'aujourd'hui, 90% de ces films, c'est les soi-disant films qui... Bon, il y a cette bagarre, je ne veux pas rentrer dans cette polémique où on dit que ce n'est pas des films. Moi, je prends mon exemple où quand nous, on a commencé un peu le système de 226 Wood, donc de Pubnéré, qui consistait à faire un film tous les 3 mois. Déjà, on nous a dit on est fou. On a dit oui, c'est pas grave. Mais au moins, ça permet. Qu'est-ce qu'on a dit? On est parti en s'inspirant du Nigeria. Le Nigeria actuellement en train de revenir dans les salles de cinéma. Chaque quartier au Nigeria, chaque maire construit une salle de cinéma. S'ils reviennent, ce n'est pas pour rien. Canal Olympia, les Français sont en train de revenir dans les salles de cinéma. Ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que la salle, l'infrastructure, comme il dit là, c'est la base. C'est important. Donc, du coup, vous ne pouvez pas aujourd'hui, comment je vais dire ça, vouloir exploiter sans ce domaine. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, ce sera assez difficile que vous... C'est même pas possible. Le public est plus friand de quel type de film, selon vous, Abraham Baïd? Non, le public veut se reconnaître dans l'œuvre cinématographique. S'il se reconnaît, il ira. S'il ne se reconnaît pas, il n'ira pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à quel type de film est friand pour le public. Alors, j'avoue que les films pris, on va dire... Petit prix, comme on dit, bon, c'est vrai petit budget, c'est vrai que nos doyens n'aiment pas trop cette phrase, mais les films à petit budget, aujourd'hui, je peux dire 90% de toutes nos salles, c'est les films à petit budget. Les films à petit budget, et ça marche. Et maintenant, il faut ouvrir les salles, il faut en construire davantage pour faire sortir le public. Alors, l'une des activités de la SCRIC, c'est la semaine de la critique cinématographique de Ouagadougou. Pensez-vous vraiment que cette semaine apporte quelque chose à l'amélioration des contenus cinématographiques? D'abord, comment est-ce que ça se passe cette semaine et qu'est-ce que ça apporte vraiment au niveau de l'atteinte de vos objectifs? Alors le 12 octobre, c'est la journée du cinéma africain décrétée par l'Union africaine. Avec la FEPACI, et donc notre semaine soit elle débute le 12 octobre, soit elle se termine le 12 octobre. Chaque année. Voilà, de chaque année, pour coller avec la journée africaine du cinéma. Et donc c'est une semaine au cours de laquelle il y a des activités de formation, il y a des activités de promotion, il y a des activités de diffusion. Alors donc pour cette année 2021, nous allons donner le prix de la critique cinématographique du Burkina. Il y aura un appel à film qui va se faire. Ça sera la première fois? Non, non, non. Ça ne sera pas la première fois parce qu'il y a eu un break. La dernière édition s'est arrêtée en 2016. Voilà. Compte tenu de tout ce que le pays a vécu, donc nous aussi on avait fait un break. Vous avez fait un break de 5 années, c'est énorme. Oui, oui, c'est pas aussi facile. Hein. Voilà. Merci pour la précision. Voilà, c'est pas aussi facile parce qu'il faut des financements, mais on revient dans la dynamique et donc on va cette année récompenser. Il y aura le film qui sera primé comme le film de la critique africaine. Il y aura aussi le film du public. Il y aura des séries télé qui seront primées. Donc on va faire ce qu'on appelle la nuit de l'excellence du cinéma burkinabé. Et donc je pense que le Burkina n'est pas beaucoup représentatif dans le FESPACO. Nous sommes envahis un peu par les autres qui viennent et donc on ne se retrouve pas trop. Donc c'est bon de trouver... Pourquoi vous dites qu'on n'est pas représentatif, que le Burkina n'est pas représentatif et qu'il est envahi par les autres? Donc je m'excuse peut-être. La représentativité là, c'est par rapport à quoi? Non, je veux dire qu'on n'est pas... Au nombre de films? Oui, non, si c'est en termes de films, on prend jusqu'à 3 films burkinabés. C'est le plus gros quota dans la fiction long métrage. Mais je veux dire, c'est une fête panafricaine. Ce n'est pas une fête nationale. Donc à telle enseigne que ce n'est pas tout le temps qu'on va voir le Burkina partout. Il faut aussi voir d'autres personnes, il faut faire la place à d'autres Africains. C'est l'objectif du FESPACO. Mais pourquoi ne pas aussi trouver un cadre purement burkinabé où nous on va se mettre en valeur et partir du national pour l'international? Puisque le FESPACO, c'est l'international qui vient dans le national. Dans le national. Voilà, donc... Vous voulez trouver un cadre pendant la semaine du FESPACO pour ne parler que du... C'est possible. Pendant le FESPACO, on peut trouver 2 jours, une journée seulement, on dit journée du cinéma burkinabé, ça c'est possible. Et donc nous on initie déjà la nuit de l'excellence du cinéma burkinabé
le 12 octobre, où on va primer le meilleur film burkinabé de l'année, voilà, 2020 et 2021. Audrey Kaboré, quelles sont les interactions qu'il y a entre vos deux associations? Vous coiffez et à la fois les distributeurs, vous êtes également producteur et les exploitants de salles, vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que vous travaillez avec l'association des critiques de cinéma? J'ai plusieurs casquettes parce que malheureusement, à chaque étape du cinéma, il y avait un vide. Sinon, au départ, j'étais qu'exploitant et j'étais dans ma salle. Et à un moment, avec la fermeture de la Sonasi, on s'est retrouvé sans distributeur. Ouais. Donc, soit nous-mêmes, on devient distributeur ou soit on ferme la salle. Donc, on est devenu distributeur. Quand on est devenu distributeur, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de film à distribuer. Donc, je suis devenu producteur. Et quand je suis devenu producteur, j'ai choisi une option où c'était des films d'action. On avait besoin de cascadeurs. Donc, il y a déjà 11 ans, 12 ans, mon dernier film, à l'époque, Face aux Furies. Et donc, comme j'avais eu la chance d'avoir eu une formation, parce que je suis chasseur aussi à la base, donc j'avais eu une formation un peu paramilitaire et de cascade en France. J'avais du mal à trouver des cascadeurs. C'est ça qui m'a amené aussi à être acteur. Voilà pourquoi, finalement, je me retrouve. Mais sinon, je déconseille aujourd'hui de chercher à faire toutes ces casquettes parce qu'au finish, vous êtes... Il va falloir déléguer maintenant. C'est délégué même. Déjà, même la production, je suis déjà plus en coproduction. Pour ne pas couper la parole à Rodrigue, selon la loi 047, c'est maintenant d'application 0384, on ne donne pas plus de 2 cartes professionnelles à une personne. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, pour revenir maintenant à la question, autant j'ai besoin d'eux, autant ils ont besoin de nous. C'est comme j'ai dit, eux, nous aussi, c'est la dent et la langue. Donc, avec le FESPACO, c'est mari et femme. Et eux, c'est la langue et dents. Parce que deux fois, ils nous croquent un petit peu. Mais c'est pour bien faire. Donc, je crois qu'on a autant besoin d'eux qu'eux, ils ont besoin de nous. Parce que sans critique aussi, tu sais, quand tu es dans ton œuvre, ou quand tu prends un film en tant que commerçant pour le distribuer, parce que tu es le commerçant du film en fait, c'est toi qui vas chercher comment vendre le film. Quand tu es dans ta boule, là, tu penses que ce n'est que c'est l'or et le diamant que toi tu tiens. C'est l'œil extérieur qui te dit, attention Rodrigue, tu es sûr que ton histoire là c'est du diamant? Regarde vers la fin là, est-ce que la fin là est claire? Et ça c'est le travail des Baïri. Maintenant c'est comment le faire pour que ça ne détruise pas, que les autres aient une mauvaise image de la chose. Et c'est là que les Baïri et nous on doit s'approcher pour quand même discuter. Oui, mais ils font leur travail. Il faut d'ailleurs qu'ils le fassent à temps pour que les autres ne viennent pas vous descendre davantage, ou bien? Oui, bientôt même, on va faire sortir un bimestruel. Un bimestruel, c'est une parution tous les 2 mois. C'est bien ça, tous les 2 mois. Oui, tous les 2 mois. Non, un bimensuel. Un bimensuel, c'est tous les 2 mois. Non, c'est 2 parutions par mois. 2 parutions par mois, d'accord. Un bimensuel, c'est 2 parutions par mois. Un bimestriel, c'est une parution tous les 2 mois. D'accord. Donc nous allons faire un bimestruel, une parution tous les 2 mois, pour vraiment reprendre, parce qu'il y a pas mal de productions au Burkina, donc il faut les mettre à la une, il faut permettre au public d'être au courant. De savoir qui a sorti quoi. Qui a sorti quoi, qui fait quoi. Et puis, en plus de ça, maintenant, on va faire 2 ou 3 papiers un peu, disons, lucides sur certaines œuvres cinématographiques. Comme je l'ai dit, on n'oblige pas quelqu'un à écrire dans l'association. Celui qui sent qu'il peut écrire sur une œuvre, il écrit et puis on publie. Alors, il écrit et puis on publie. On reste avec vous, Abraham Baïli. L'un des objectifs de la SCRIC, c'est de développer et d'améliorer l'exercice de la critique cinématographique et audiovisuelle au Burkina Faso et dans l'espace francophone. C'est ce qui ressort donc de vos objectifs. Diriez-vous aujourd'hui, près de 20 ans après la création de cette association, que cet objectif-là est atteint? Oui, en voie parce que l'espace francophone, ce n'est pas un espace aussi réduit. Il s'élargit de jour en jour, il y a plus d'adhésion au sein de la francophonie. Mais avec les éditions du FESPACO, on organise ce qu'on appelle l'atelier de la critique cinématographique. Et donc, certains critiques des autres pays se retrouvent à Ouagadougou, où nous faisons une synergie d'action ensemble. Donc, je pense que c'est en cela que cet objectif est atteint, parce que nous sommes en de bons termes
avec les autres critiques de la sous-région et un peu de l'espace francophone, puisque nous sommes membres de la Fédération africaine de la critique cinématographique. C'est le Burkina d'ailleurs qui assure le secrétariat général. La présidence est assurée par le Sénégal. Et donc, nous sommes très bien cotés au sein de cette instance-là. Et donc, vraiment, nous participons au rayonnement de la critique cinématographique en Afrique. Alors, très rapidement, encore toujours avec vous, il y a un autre objectif qui parle de promotion de la production cinématographique et audiovisuelle, de la promotion également donc, des auteurs, des techniciennes, des professionnels de l'image, les artistes et les métiers du 7e art et de l'audiovisuel. Ça, c'est également ressorti dans vos objectifs. On sait que de ce côté-là, il y a également beaucoup de choses à faire. Où est-ce que vous en êtes sur ce chantier-là? Surtout vis-à-vis des techniciennes, des techniciens dont on ne parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai, parce que le cinéma aussi, c'est ça, un métier un peu ingrat, parce qu'il y a ceux qui sont devant la caméra et ceux qui sont derrière la caméra. Et donc, ceux qui sont derrière la caméra sont ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. Et pourtant, ils abattent un travail formidable, un travail exceptionnel. Vous prenez la première maquilleuse du cinéma au Burkina, Mariam Sidibé, Tanti Mema, on en connaît peu, on en parle peu. La première monteuse, Jeanne Aouba Kanyala, on en parle peu, on en connaît peu. Justement, donc le bimestrier que nous allons mettre en marche, c'est juste tout cela, c'est pour ça. Nous venons récemment de publier un article sur Madame Yamiro qui malheureusement nous a quittés. Oui, c'est ça. Donc si vous rentrez sur Face au cinéma, vous allez voir un portrait que nous avons dressé de cette dame. Mais on ne va pas dresser seulement le portrait des gens qui ne sont pas parmi nous. Mais il faut aussi dresser les portraits. Il faut faire connaître ceux qui sont là. Voilà, ceux qui sont là vivants et ceux qui travaillent. Ceux qui ont fait un travail pendant des décennies et qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui sont là dans l'ombre et qui suivent. Et qui nous suivent aussi, on leur fait un gros coucou en passant, parce que c'est également grâce à eux que le cinéma existe. Oui, le cinéma, c'est un tout, c'est une conjugaison de plusieurs disciplines artistiques. Hein. Donc, moi, j'ai une bonne pensée pour les décorateurs. Quand moi, je suis un film, mon premier réflexe, c'est de voir le décor. Est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il est artificiel, comment le décorateur a fait ci, il a fait ça. Il faut penser aussi à ceux qui écrivent. Les scénaristes. Les scénaristes, parce qu'il n'y en a même pas assez, ils sont peut-être 3 ou 4 au Burkina. Parce que le film, la base du film, c'est le scénario. Mais on ne les connaît pas. Mais quand le film, vous sortez de la salle, vous êtes satisfait. C'est que le scénariste a fait un travail énorme. Il a passé sans doute des nuits blanches à rédiger, à trouver le bon décor, à trouver les bonnes expressions pour satisfaire le public. Donc, nous faisons ce travail-là. Nous faisons des publications, c'est vrai. Ce n'est pas assez, parce que aussi publier... Pour que le grand public soit informé, ça demande aussi des moyens. Oui, voilà. Mais nous sommes là-dessus et nous pensons vraiment mettre en lumière ces techniciens-là du cinéma qui sont dans l'ombre. Alors, Rodrigue Kabouré, il a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Les scénarios, c'est la base du film. C'est à partir du scénario qu'on sait où on va et où on veut aller. Les éléments de décor et tout cela. Il est revenu dans la série d'émissions que nous avons organisées sur notre plateau ici, que justement, le cinéma burkinabé pêche dans les scénarios. Qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de votre boîte de production à ce niveau-là, pour qu'on ait des scénarios finalement corrects, qui sont révisés par des personnes de qualité pour leur donner toute la substance qu'il faudrait? Vous savez, doyen Serge, je ne suis pas votre doyen. Bon, c'est l'habitude. Ah, mais vous pouvez l'être quand même, hein, c'est possible. Non, je pense qu'en fait, on a des appréhensions sur les scénaristes. Il faut qu'on dise. Parce que comme c'est des gens qui sont dans l'ombre, on n'a pas l'impression, ils ne sont pas nombreux, ça c'est un, ils sont dans l'ombre. Et de deux, aujourd'hui, le cumul de fonctions a fait que le réalisateur, là, il a déjà même son scénario dans la tête, malheureusement. Mais ça, ce n'est pas un souci. Tu peux avoir le scénario dans la tête, mais va voir un professionnel ou quelqu'un qui en a fait son métier pour que lui, il rédige avec toi et corrige pour te ramener. C'est ce que vous faites? C'est ce que j'ai fait. Moi-même, je n'ai même pas eu le temps de le faire. On m'a même ramené à l'ordre. Parce qu'après mon deuxième film, et je l'ai dit au passage, il y a un des doyens Nourago qui m'a approché pour dire, ton idée est bonne. Je suis allé regarder tes films. Je vois que tu as ce qu'il faut. Je ne cherche pas de l'argent. Mais quand il y a des jeunes qui se battent pour ça, amène-moi tes scénarios. Je vais lire et je vais corriger.
Ça, c'est des initiatives. Même si tu ne voulais pas, tu es obligé d'aller pour que quand même le doyen regarde et te dit, ok, tu veux aller dans ce domaine. Voilà ce qu'il faut faire, Et je conseille tout le monde de le faire. Donc aujourd'hui, moi, dans mes films, j'avoue que les premiers, bon, vous verrez que les scénarios ont été... Voilà, l'avantage que j'ai eu, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui aime regrouper. J'aime appeler tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Et les gens me disent, non, on va voler ton idée, on va voler ton scénario. Et je dis, mais ils n'ont qu'à voler. Parce qu'ils peuvent voler. Il y a eu combien de James Bond où les gens ont imité? Mais quand le vrai est sorti, le vrai est sorti. Le vrai est sorti, le vrai est sorti. Il y a pas de, donc, vous essayez de consulter pour avoir moi, je consulte, quelque chose de plus consensuel. Moi, je consulte. Ouais. Alors, votre société de distribution a produit plusieurs films, on l'avait dit tout à l'heure. Vous avez donné quelques indications, mais très rapidement. Si vous devez faire un top 3, quelle vie ont eu ces films-là, notamment au niveau du FESPACO? Est-ce que ces films ont eu de la visibilité, ont été diffusés? Quelle vie et quel a été l'accueil du public avec ces films? Alors nous, c'est un choix. Les films que nous produisons sont des films, on va dire, populaires. C'est des films d'abord pour de l'exploitation nationale. On n'a pas encore la prétention de vouloir aller. Je pense qu'il faut aller étape par étape. Si vous choisissez de faire des films à petit budget, évidemment que pour que ça soit compétitif avec des films de gros budget, dans la même catégorie, ce n'est pas évident. Donc, allons doucement, doucement. Nous, ce qui nous intéressait, c'était déjà de rehausser le niveau des acteurs. Ça, c'est important. Vous verrez que dans nos films, des jeunes acteurs qui sont, d'autres même sont dans les critiques de cinéma, comme Rapadanam Henry, comme Jai Maguette, c'est des jeunes que nous avons pris et que nous formons au fur et à mesure. Et dans chacun de nos films, ils s'y retrouvent. Donc, ils prennent de l'expérience. Aujourd'hui, ils sont accumulés parce que les autres réalisateurs les appellent de venir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes allés voir les techniciens qui ont été formidables. On les a dit, écoutez, je sais que on doit te payer 400 000 francs pour que tu viennes faire la partie technique. Moi, personnellement, je n'ai pas 400 000 francs. Par contre, j'ai 100 000 francs. Mais chaque 3 mois, tu es là. C'est-à-dire que je ne change pas de technicien. Si tu es absent, c'est à toi de me conseiller un autre technicien pour qu'il vienne faire le travail. Donc, je préfère avoir un truc à long terme, avec mes petits moyens, que de chercher te faire un gros truc et je disparais. Vous avez tenu le défi de sortir un film tous les 3 mois? Oui, jusqu'à présent. C'est vrai que Covid est venu un peu bousculer parce qu'on avait fermé les salles, malheureusement. Mais nous sommes en train de refaire le dernier Lyon qui va bientôt commencer. Et donc, voilà. Mais on demande qu'on nous soutienne. Hein. Oui, on vous soutient, d'accord. Ouais. C'est pas un peu trop téléphoné, entre guillemets, ça, de faire un film tous les 3 mois? C'est possible. C'est possible s'ils ont une bonne équipe en place, avec un peu de moyens. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée qu'on peut faire, c'est possible. On n'a plus besoin de déployer de gros moyens. Oui, c'est possible. Tout dépend aussi du scénario, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça dépend de la vision de ce qu'ils recherchent. Il a dit que c'est des films populaires qu'ils font. Et donc, c'est possible de faire ces films en 3 mois pour un public bien précis, pour une destination bien précise. Bien précis. On va terminer très rapidement. Donc, le FESPACO, la 27e édition est reportée. Avez-vous espoir que cette édition se tienne finalement cette année 2021, comme le promet le délégué général du FESPACO? Oui, nous avons espoir que le festival puisse se tenir cette année, pour le bonheur des cinéastes, et pour le bonheur aussi de nous les critiques, parce que c'est vraiment un rendez-vous incontournable du 7e art au sud du Sahara. Et donc, nous avons espoir et nous pensons bien que M. Covid va bientôt disparaître de la planète. Là, je suis obligé de vous contredire. Il ne faut pas garder en tête que M. Covid va disparaître. Il faut plutôt inviter les uns et les autres à vivre avec et à prendre les dispositions pour prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation de ce virus. Oui. Mais espérer que ça va disparaître et puis le festival va pouvoir se tenir comme ça. Non, ça ne va pas disparaître totalement, mais s'il recule un tout petit peu, il permet le confinement, tout cela. Voilà, donc nous espérons bien que le festival va se tenir et on a plusieurs raisons pour que ça se tienne parce que si vous voyez, la SNC n'a pas eu lieu. Voilà, donc on ne peut pas encore annuler le FESPACO. On a une nouvelle ministre qui vient de s'installer. Le CAO aussi n'a pas pu se donc tenir, je me dis que ça sera le challenge. Le festival de Cannes à France a dû être reporté en juillet. Oui. La Berlinale aussi se fait qu'en ligne. Voilà. Donc il y a beaucoup d'événements, surtout des événements
à grands rassemblements Nous, ce sera qui difficile de le pâtissent faire en ligne parce que déjà, vous êtes au Burkina, vous savez ce que c'est que les téléphonies mobiles, les connexions à Internet. Ce serait vraiment difficile pour le Burkina de faire un festival de films en ligne. La question n'est pas là. Alors, très rapidement, monsieur moi, Kaboré, est-ce que vous avez bon espoir donc, moi, contrairement à mon frère, non. Moi, je pense qu'il faut même profiter. Moi, je pense qu'il faut profiter, même permettre au nouveau délégué général, permettre à madame la nouvelle ministre, permettre au nouveau DG du cinéma de s'organiser et de nous proposer quelque chose en allant au fond des réalités et des handicaps et des limites du FESPACO pour qu'on s'améliore. Voilà, moi je pense que ça peut être une belle aubaine parce que l'organiser à la fin de... Déjà, c'est pas sûr avec M. Kovi, comme vous l'avez dit. Et de deux, je pense que ils sont venus avec de nouvelles idées. Donnons-leur le temps en même temps de nous proposer et de toucher tout le monde cinématographique. Donnez le temps à l'équipe en place de proposer quelque chose dans une perspective plus longue ou alors essayer tout de même d'organiser ce festival cette année. On verra bien ce qui se passe. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial FESPACO Show avec les éclairages de Abraham Baili, le président de l'association des critiques de cinéma du Burkina, ASCRIC-B. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour vos éclairages. Il y avait également Rodrigue Kaboré, c'est un producteur, distributeur, exploitant de salles de cinéma. Merci d'être venu nous donner votre part d'éclairage sur ces questions de cinéma. Merci à vous. Je vous retrouve très vite pour un autre rendez-vous de FESPACO Show, mais en attendant, n'oubliez pas d'observer les mesures barrières pour briser les chaînes de la propagation de la Covid-19. Merci pour votre attention et pour votre fidélité au programme de Burkina Info, votre chaîne de débat et d'information en continu.